Eh bien, parce que c'est une tâche qui m'a été confiée, essayer de conclure. Alors, rassurez-vous, ça va être, comme je vous l'ai dit, très court, en deux points. Le premier point, c'est eh bien tout simplement de remercier. Mais pas simplement, je dirais, les orateurs. Bien sûr, les orateurs, nous les avons tous écoutés avec attention et remerciés au fur et à mesure de la journée. Mais je crois qu'il faut aussi remercier nos hôtes, d'une certaine manière la ville de Vannes, remercier également le diocèse de Vannes et ce lieu qui est extrêmement agréable et dans lequel nous avons pu tenir notre réunion. Il faut bien sûr aussi remercier tous les organisateurs, car évidemment cela paraît assez naturel qu'on se rende dans un lieu, qu'on vienne assister à des conférences, qu'on passe ensuite dans le réfectoire. C'est un énorme travail et nous avons été extrêmement bien reçus. Et par conséquent, je crois qu'il faut vraiment remercier tous les membres de l'association. Et puis enfin, je voudrais tout simplement vous remercier, vous, auditeurs, d'avoir été si nombreux, et on aurait pu être, semble-t-il, encore plus nombreux étant donné que les conditions sanitaires ont fait que le nombre de places a été restreint. Je voulais vous remercier parce que Dieu sait si on a quand même l'habitude, mine de rien, à l'université, de faire des colloques devant deux pelés, trois tondus, plus les étudiants qui sont obligés d'y être. Et par conséquent, ça ne fait quand même pas grand monde parce que les étudiants en master, il n'y en a quand même pas, je dirais, des tonnes. Et donc, honnêtement, ça a été extrêmement agréable d'avoir une assistance aussi nombreuse, aussi attentive, aussi intéressée. Vraiment, merci, merci à tous. Après la tâche ingrate qui m'a été donnée de surveiller le temps de parole des uns et des autres, eh bien maintenant voici le temps de la tâche impossible, celle non pas de la synthèse évidemment, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il s'agirait de répéter ce que les uns et les autres ont dit, mais d'essayer de dégager sans que cela ne donne un aspect plus important à certaines communications par rapport à d'autres, mais de donner quelques points saillants qui, je dirais, sont apparus, me semble-t-il, dans cette journée, et d'essayer de les réorganiser avec un certain axe, c'est-à-dire un axe chronothématique que vous verrez peut-être, et si vous ne le voyez pas dans mes propos, eh bien tant pis. D'abord, évidemment, évoquer le fait que le comte de Chambord a vécu dans une période d'hostilité du pouvoir envers lui. Et dans une période où les principes qu'il défendait et dont il a cherché à être l'incarnation étaient combattus, mais aussi étaient en train de se perdre. Et c'est peut-être, je dirais, ce qui explique l'idée de fusion, qui je suis parfaitement d'accord avec vous, est parfaitement incohérente par rapport aux règles de dévolution du trône de l'ancienne France. Un roi ne désigne pas son successeur, sauf à considérer donc que Charles VI pouvait exhéréder le dauphin Charles et que dans ces conditions, Jeanne d'Arc était folle. Donc désigner un quelconque successeur n'a aucune valeur dans les règles de l'ancienne France. Mais je dois dire aussi, ça n'a pas été abordé et ce sera sans doute l'objet d'une communication d'une personne plus compétente que moi sur ce sujet, mais les principes qui se perdent, qu'en est-il de la valeur de l'abdication de 1830 ? Je crois qu'on peut aussi se poser la question. En tout cas, le comte de Chambord a cherché à être le défenseur de principes et l'incarnation du principe de la légitimité. Et dans sa défense des principes et dans l'incarnation qu'il a cherché à être, eh bien, la royauté apparaît véritablement comme n'étant pas simplement un système politique, un système simplement de type monarchique, un des régimes possibles dans la classification des régimes, ou dans les diverses classifications de régimes qui ont pu être proposées par les philosophes, mais la royauté française a véritablement un contenu. Et c'est la recherche, me semble-t-il, de ces principes à laquelle nous nous sommes attachés aujourd'hui. Et pour le coup, je ne répéterai évidemment pas ces différents éléments. En revanche, il y a quand même un aspect qui a été évoqué, c'est le fait que cette royauté n'est donc pas simplement qu'une monarchie, mais que cette royauté est véritablement une alliance du trône
bien sûr, et de l'autel, mais aussi du trône avec le peuple. Cette vieille alliance de la royauté française de l'ancienne France avec le tiers-État. Et on le sait bien, c'est en partie les parlements et donc des gens qui avaient des charges anoblissantes, qui sont en partie responsables de la transmission des idées modernistes et de l'effacement et de l'effondrement du régime, Quels étaient, je dirais, les moteurs du comte de Chambord? Un anti-gallicanisme. Là, effectivement, on peut se dire que les circonstances expliquent en partie, je dirais, cette position. Il était nécessairement ultramontain, un peu d'une certaine manière comme mon cher duc de Guise était ultramontain. Oui, parce que... bon, enfin, passons. Mon cher duc de Guise était ultramontain parce que, comme pendant les guerres de religion, comme pendant, effectivement, le 19e siècle, le gallicanisme était utilisé au bénéfice d'un État, alors d'un État qui était en passe de passer aux mains des calvinistes. Je vous rappelle que Pierre Pitou est un ancien calviniste, l'auteur du texte le plus connu sur le gallicanisme, les libertés de l'église gallicane, est un ancien calviniste. C'est la vieille idée de créer une église nationale, ce fantasme du colloque de Poissy réuni par Michel de l'Hôpital. Mais au 19e siècle, bien sûr, le gallicanisme est instrumentalisé au service d'un État qui a fonctionnarisé le clergé. Donc il est anti-gallican nécessairement, non pas par rupture avec la tradition française, mais parce que nécessairement il doit être ultramontain. Pour autant, et ça j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises ça a été évoqué, même si le terme n'a pas été utilisé, ça me paraît passionnant, il n'est pas un défenseur de l'augustinisme politique. Sous prétexte que le spirituel est supérieur au temporel, il n'y a pas pour autant absorption du temporel par le spirituel. La distinction des domaines suppose que les deux soient présents dans l'ordre public. Il y a un lien, bien sûr, intrinsèque entre le catholicisme et la monarchie, la royauté pour la France. Le roi a été, et le roi qu'il cherchait à incarner, c'était une royauté morale, et le roi a cherché, par les textes qu'il a publiés, à être d'une certaine manière l'enseignant de son peuple. C'est une formule que je reprends à l'un des orateurs. Royauté morale, c'est le miroir du prince, c'est une catégorie littéraire que l'on connaît bien depuis au moins l'époque carolingienne. Le fait que le roi qui ne gouverne donc pas effectivement, qui ne produit donc pas des textes normatifs, des ordonnances pour restaurer l'ordre du royaume, pour réformer l'ordre du royaume, eh bien, il continue quand même à produire, et il produit intellectuellement pour enseigner à ces sujets et pour proposer quelque chose. C'est particulièrement instructif. Et ce qu'il veut enseigner, c'est le fait de rejeter les principes révolutionnaires. Non seulement la révolution historique en tant que telle, celle de 1789, celle de 1830, qu'il a directement subie, mais aussi les principes révolutionnaires. Et vous m'avez retiré les mots de la bouche parce que je voulais y faire allusion. Il rejette la révolution parce que la révolution, c'est la révolte contre l'ordre naturel des choses. Et je dois avouer que c'est assez récemment, pour avoir lu des textes justement de Solzhenitsyn, qu'effectivement j'ai compris cela assez récemment. Peut-être suis-je un peu lent à la comprenette, mais le fait est que, évidemment, la révolution est une révolte contre l'ordre naturel, et c'est donc le principe même de la révolution qui est à rejeter. À l'inverse, la royauté doit chercher à restaurer l'harmonie brisée par la démesure des hommes. La principale fonction politique, c'est une de mes marottes, c'est la justice. La principale fonction politique d'un pouvoir traditionnel, d'un pouvoir dans une conception classique de l'ordre des choses, telle que Michel Villet a pu le développer, telle que Guy Auger a pu le montrer, c'est la fonction judiciaire. Et cette fonction judiciaire, elle passe aussi par la réalisation de la justice sociale, par ce double rejet du libéralisme et du socialisme. Je rappellerai tout de même que si vous faites attention à la lecture de Marx, le principe de la lutte des classes que Marx reprend, il dit explicitement le reprendre à qui? À un auteur libéral, à un certain François Guizot.
Alors naturellement, Marx nous dit que Guizot s'est trompé quant aux clans qui s'affrontent. Il nous dit, Marx, que ceux qui s'affrontent, ce sont bien entendu les prolétaires exploités contre la bourgeoisie dominante. Mais chez Guizot, et il ne faudrait quand même pas l'oublier, chez Guizot, et c'était les productifs, donc les ouvriers et le patronat, contre les improductifs. Et rappelez-vous, ou en tout cas découvrez-le, chez Guizot, les improductifs, c'est l'armée et le clergé. Et donc, par conséquent, il ne faut pas s'y méprendre lorsque, évidemment, on nous parle aujourd'hui du libéralisme. Le libéralisme ne se réduit évidemment pas à la question de la contestation de la spoliation fiscale de l'État qui est parfaitement réelle. Le libéralisme est une philosophie politique subjectiviste qui vient bien au-delà. Et ce n'est pas parce qu'on est antilibéral qu'on est nécessairement socialiste ou étatiste, collectiviste. Et ça, le comte de Chambord l'a très bien montré. Le rejet, n'est-ce pas, de la Révolution et la mise en place de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enseignement qu'a proposé le comte de Chambord. Que peut-on tirer comme leçon pour l'avenir? La monarchie a été le lien, qui a été l'instrument qui a permis l'unité de la France. Cela ne veut pas dire que l'État a créé la nation. Alors ça serait trop long de le développer, mais j'avoue que je suis extrêmement dubitatif sur cette formulation. Mais en revanche, la monarchie a été incontestablement un instrument favorisant l'unité d'un corps social qui existait, qui se formait par lui-même. On peut penser qu'aujourd'hui, évidemment, la royauté pourrait être, à nouveau désirée par ce corps social qui connaît l'atomisation, qui connaît le fait de l'éparpillement, qui connaît le fait de la destruction. Et vous avez évoqué, madame, dans la fin de votre conférence, une chose qui m'a paru extrêmement important. Et tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire, j'étais persuadé de m'en souvenir, mais je vais le reprendre à l'instant. Le fait que le comte de Chambord est effectivement, je m'en souviens, que le comte de Chambord est, parce qu'il a refusé des compromis, effectivement laissé passer une chance. Mais d'un autre côté, il a maintenu intacte la défense des principes de l'ordre classique, de l'ordre politique classique, et que cet héritage, nous pouvons donc aujourd'hui le reprendre comme flambeau. Il me semble que ça peut nous servir de conclusion générale. Je vous remercie infiniment de votre attention et merci à tous. Sur le fond, je n'ai évidemment rien à rajouter à cette remarquable synthèse. Je voudrais juste faire part d'un sentiment personnel. Je suis passé au cours de cette journée d'un soulagement à un enthousiasme progressif. Soulagement quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu qu'il y avait bien 115 chaises qui étaient positionnées. Et enthousiasme progressif au fur et à mesure de l'écoute de ces brillantes conférences. Je pense qu'on a là un colloque avec les actes qui vont résulter. Qui est, voilà, exactement, qui est quand même, comme on dit familièrement, c'est que dalle, hein, pour un bouquin comme ça, voilà, un colloque qui tient vraiment la route, qui était d'un haut niveau, je pense qu'on peut le dire, et donc je remercie très vivement tous les conférenciers qui sont intervenus, chacun avec leur spécialité. Tous ont été remarquables, et puis notre brillant modérateur, hein, c'est comme ça qu'on dit, qui a réussi à faire avec beaucoup... Modéré, monsieur, quand même, ne m'insultez pas. Hein. Modérateur, mais pas modéré. Ah, j'ai pas dit modéré. Je suis pas démocrate chrétien. Non. Mais on a oublié de les inviter. Non, mais enfin, bon, vous avez fait ça avec diplomatie par rapport... vous avez joué votre rôle avec diplomatie et votre synthèse était passionnante. Et assez complète, je pense. Alors, donc, effectivement, on propose ces actes du colloque. Alors, il y aura un deuxième colloque, enfin, en principe, si les conditions sanitaires sur Paris le permettent, il y aura un deuxième colloque qui a lieu le 21 novembre, je crois, qui est organisé par l'Institut de la Maison de Bourbon. Et il a été convenu avec ses organisateurs que nous ferions des actes du colloque communs. Donc voilà, alors il y a des feuilles qui sont à votre disposition. Vous pouvez commander effectivement en souscription ces actes du colloque. Comme dit Guillaume Bernard, 12 €, c'est rien. Pour la qualité. Hein.
Hein, voilà, on est trop modeste. Mais on n'est pas des hommes d'argent, vous savez. Voilà, les papiers sont ici, n'hésitez pas à les prendre. Voilà, alors je voudrais aussi dire un mot, puisque le cercle Jean-Pierre Cador donc, a traversé, comme vous tous, une période difficile où il a fallu suspendre nos activités pendant quelques mois. Ce colloque a été très menacé. Quand je dis que j'étais soulagé, c'est que je suis quand même passé par des hauts et des bas. Et on a vu le moment avec les organisateurs où on serait sans doute obligé d'annuler le colloque. Mais on a décidé de ne pas baisser les bras. On a maintenu notre position. Ce colloque, je pense, c'est une réussite. Enfin, je pense que vous en êtes satisfait. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Alors, en principe, il y a une conférence qui est prévue. Oui, j'ai confondu avec le colloque parisien. J'ai plus en tête la date du colloque parisien. Le 21 novembre, non, c'est une conférence que nous proposons, nous. C'est un samedi. Le rôle de la franc-maçonnerie a été évoqué tout à l'heure. Donc cette conférence porte sur la franc-maçonnerie et je pense que s'il est capable de venir jusqu'à nous, nous aurons, à mon avis, un des meilleurs spécialistes, un de ceux qui parlent le mieux du sujet, parce que Serge Abad-Galardo, parce qu'il l'a connu de l'intérieur. Hein, il y a passé 20 ans. Il a accédé à différentes responsabilités et il a réussi, depuis qu'il en est sorti, à faire une analyse extrêmement brillante, pas seulement appuyée sur son expérience, mais appuyée aussi sur la lecture de très nombreux ouvrages et de témoignages. Et j'ai eu l'occasion de lire ou de voir beaucoup de choses sur la franc-maçonnerie. Franchement, ce que Serge Abad-Galardo peut nous dire, c'est vraiment sans doute ce qu'on peut entendre de plus remarquable aujourd'hui sur le sujet. Alors, ce monsieur, malheureusement, a été gravement malade. Il continue à assumer son rôle d'information et de formation avec beaucoup de courage. J'espère qu'il pourra venir jusqu'à nous le 21 novembre, qu'il en aura la force et que par ailleurs les conditions sanitaires nous le permettront. Et si c'est le cas, il faudra vraiment venir nombreux parce que je pense que ce sera assez exceptionnel. Benoît, tu es... Pardon ? Ah oui, donc c'est ça, donc je ne m'étais pas trompé. Les deux sont bien le 21 novembre. Bon, bah voilà, il y aura un choix à faire. Les Parisiens iront à Paris, et puis voilà. Voilà, hein, exactement. Et les gars de province iront en province. Voilà. Merci de... Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.